Youpla boum les amis, bienvenue dans notre atelier 11, l'émission en direct des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le Média TV. Vous me connaissez, je suis toujours Antoine et au-dessus de moi ici se trouve toujours Serge Victor. Salut Serge, comment vas-tu? Salut, ça boum. Alors on salue également Michel, fidèle au poste dans le chat malgré sa grosse grippe. Salut Michel, j'espère que tu vas bien, que tu vas pouvoir opérer correctement ce soir parce que je sais que tu étais dans un triste état. Ce soir, nous avons le plaisir, le grand plaisir, l'immense plaisir de recevoir Lisa Lapp. Là. Bonjour. Salut Lisa, ça va bien? Ça va et vous? Un peu malade, mais ça va. Un peu malade? Décidément. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois. La fois précédente, c'était novembre 2021. Écoute, on avait fait ta connaissance, on avait décortiqué ton parcours. Aujourd'hui, on va faire un autre exercice qu'on a déjà fait avec Fabrice le Stagirite et Djemil lors d'émissions précédentes. On va visionner des émissions du média auxquelles tu as participé. En l'occurrence, 2 ou 3 de tes chroniques. On en a ensemble sélectionné 3. On va voir si on aura le temps de tout faire parce qu'elles sont un peu longues. Et puis, on va les regarder, on va réagir ensemble. Voilà. Après ça, on fera une petite pause parce qu'on n'a plus de zapping pour la pause. On fera une vraie pause. Et puis, on reviendra dans la deuxième partie de l'émission sur un événement très important qui s'est passé aux médias la semaine dernière. C'était la première assemblée générale du média sous forme de société coopérative, donc il faut quand même qu'on en parle. On rappellera pourquoi c'est important et puis on évoquera ce qui va changer et puis tout plein de choses autour de l'avenir du média. Bon, écoutez, allez, il est temps de commencer la première partie de l'émission. Youpla boum, React. Oh, attention, on change d'écran. Voilà. Donc là, nous avons donc 3 chroniques, Lisa, qui te tiennent à cœur. Il y en a une sur la loi handicap, c'était en octobre 2021. Il y en a une sur le métier de la métallurgie, c'était en novembre 2021. Et il y en a une sur les travailleurs sans papier, qui était du 2 décembre 2021. Alors déjà, avant de regarder ça, pourquoi est-ce que tu as retenu ces 3-là ? Donc moi, avant, dans la matinale, quand il y avait la matinale, je faisais des chroniques tous les jeudis, je crois, enfin une fois par semaine, sur plutôt les thématiques sociales, voire le travail en fait, et les thématiques sociales. Et ces 3 sujets qui m'ont marqué, parce que la déconjugalisation de l'AH, de l'allocation adulte handicapé, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ce n'est pas encore fait en fait, parce que c'est juste de l'humanité pure et c'est logique. Les travailleurs sans papier, ils sont en grève aujourd'hui encore, depuis des mois, parce qu'ils travaillent, ils cotisent et ils n'ont droit à rien. Donc c'est une histoire qui m'avait également marquée. Et la troisième, c'est les métiers de la métallurgie, parce que je viens d'un territoire qui est le Poitou-Charentes, où il y a les fonderies du Poitou, et les fonderies ferment dans 2 jours. Donc, c'est 3 sujets qui sont extrêmement importants en France, je trouve. Les fonderies, je vous en parlerai un peu plus, parce que dès qu'on me lance après, je suis partie pendant 2 heures. Mais voilà, c'est 3 sujets qui sont extrêmement importants en France, qui sont injustes, et où il y a vraiment des choses à dire, et qui pour moi sont 3 scandales d'État. Et en fait, on en parle comme si c'était des faits divers, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3 sujets-là. Alors, par quoi on commence? Handicap, industrie, sans papier? N'importe. Alors, on va prendre la première, on va prendre la loi handicap, parce que c'est vrai que c'est quand même assez symptomatique, vraiment, d'une société qui ne va pas bien. Après, on n'est pas à l'abri que si la NUPES veuille redéposer un projet de loi, la REM ne s'en empare pas. Hein. Apparemment, c'est des trucs qui se font en ce moment. Non, bon, d'accord. Alors, ça demande on va se vérifier ça. On va lancer le truc. On lance ça, c'est parti. Bonjour, chers matinaux, j'espère que vous êtes en forme. Alors, ce matin, on se réveille au côté du plus poétique des éditorialistes. Bonjour, Djemil. Non, mais Djemil, c'est bon, tu as déjà donné, c'est pas toi. Alors, c'est pas toi ce oui, soir. oui. Valide. Un peu avant. Les aberrations de notre société dite moderne, qui, quand elle regarde les C'est bon, adultes vous entendez bien dans le chat en situation de On handicap, l'entend. se mue en société archaïque. On va recevoir donc Lisa Lapp qui va nous parler donc de l'allocation pour adultes handicapés. Les revenus de personnes porteuses de handicap dépendent toujours des revenus de leurs conjoints.
Le projet de loi sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé a été débattu la semaine dernière au Parlement, où tous les bords politiques se sont heurtés au refus de la majorité gouvernementale. Alors déjà, on peut peut-être repréciser, Elisa, le concept. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'AAH? Qu'est-ce que c'est que la conjugalisation, de fait, et pourquoi ça pose problème? Alors, comment dire? Pourquoi on lutte, enfin pourquoi les personnes, mais je dis on parce que je suis d'accord avec eux, luttent pour la déconjugalisation de l'AAH, parce que l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est le revenu qu'on touche quand on ne peut pas travailler pour handicap, quel qu'il soit. Et c'est, il me semble, 904 € par mois. Ça a été revalorisé par la majorité présidentielle, à l'époque où elle avait une majorité absolue. Et donc, lorsque la personne porteuse de handicap est en concubinage ou mariée ou déclarée avec un ou une conjointe, elle ne peut plus toucher cette allocation parce qu'il y aurait la solidarité familiale. Et donc, dès qu'on est déclaré avec quelqu'un, on ne peut plus toucher son allocation adulte handicapé. Et si c'est 2 personnes porteuses de handicap, pareil, il y en a une des 2 qui ne peut pas qui ne peut pas recevoir l'allocation adulte handicapé. Alors, en quoi c'est gênant finalement? Parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est normal, si dans le couple il y a déjà des revenus, pourquoi donner des revenus vraiment supplémentaires? Alors c'est extrêmement gênant parce qu'en fait, mais bon, je l'explique dans la chronique, mais c'est extrêmement gênant parce que ce n'est pas un minima social, enfin ce n'est pas une prestation sociale, ce n'est pas la CAF, c'est vraiment un revenu pour vivre en fait. Et de enlever ça à une personne, qu'elle soit porteuse de handicap ou pas, mais encore plus pour les personnes qui portent un handicap, donc qui sont plus vulnérables socialement dans la société parce que la société n'est pas faite, est faite contre ces personnes et la société est validiste. Leur enlever ce revenu, c'est leur enlever toute autonomie, c'est les infantiliser, c'est vraiment leur enlever toute humanité. Et en plus, lorsque ce sont des personnes en situation de violence conjugale, c'est encore pire parce que les personnes dans les situations de violence conjugale sont dans un état de dépendance au conjoint ou à la conjointe, souvent au conjoint, qui est d'une... Enfin, c'est horrible en fait. Comment on peut s'émanciper et s'autonomiser lorsque on est à ce point... En fait, c'est comme si il y avait des parents, ils avaient un enfant, ils touchaient une allocation pour lui, et quand ils touchaient trop de revenus, ils ne touchaient plus d'allocation pour l'enfant. Une personne porteuse de handicap n'est pas un enfant, n'est pas une enfant, donc elle a le droit à son revenu pour vivre en fait. Et ça devrait être totalement... Il n'y a pas de solidarité familiale dans ces cas-là. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais ça veut c'est dire pour ça que c'est assez choquant. Une personne handicapée ne peut pas quitter son couple si ça ne se passe pas bien parce qu'elle dépend financièrement de son conjoint, quoi. Ou de sa conjointe. Même quand elle est en couple, en fait, Oui. les personnes que j'ai rencontrées me l'expliquaient, déjà que c'est un peu compliqué de des fois être vulnérable, etc. Quand on porte un handicap. Enfin, ces personnes-là sont très peu acceptées dans la société, on va pas se mentir. Et lorsqu'elles sont en situation de couple, et ben même là, de devoir dépendre de son conjoint, de sa conjointe, il y a quelque chose. Je peux pas parler à leur place, mais nous, on est valide, on a tout pour nous dans cette société. Et moi, j'ai pas envie de dépendre de mon conjoint, de ma conjointe. Donc eux non plus. Enfin, on est les mêmes personnes, quoi. Et elles, en plus, ces personnes-là vivent une violence dans la société. Donc, enfin, j'arrive même pas à comprendre pourquoi ça doit être un débat au sein de l'Assemblée. J'arrive pas à comprendre, sincèrement. Macron et Borne ont une réponse à ça. Ils disent handicapé ou pas, t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Ouais, c'est la réponse néolibérale, cynique. Donc je disais, on va regarder la vidéo juste après avoir salué l'arrivée d'un nouveau follower qui est Axies Moonlight. Voilà, allez, on y va parce que c'est un peu long et puis voilà, quoi. Allez, on y va. Il y a 2 jours à Strasbourg, sur la place Kléber, je croise un jeune homme en fauteuil roulant, sous respiration 24 heures sur 24, qui souffre d'une myopathie. Il était étudiant en DUT Infocom. On l'a placé pour les vacances de Noël dans un hébergement temporaire, et c'est là qu'il rencontre Isabelle, aide médico-psychologique, qui elle est pleinement valide. Ils se parlent, ils se plaisent. Lui qui jusqu'alors était privé de vie affective découvre l'amour. Il y a droit. Ils vivent ensemble, ils se pacsent et patatras.
ses seuls revenus, son allocation adulte handicapé passe de 900 € à 100 € par mois. Il vit au crochet d'Isabelle, comme si la vie, comme si l'amour, ça n'était déjà pas assez compliqué comme ça. Sa femme dit, c'est comme s'il restait mineur. Elle plaide pour lui. Elle dit, c'est comme si la société ne le reconnaissait pas comme adulte. Aujourd'hui, vous êtes seul contre des milliers de Thomas, contre des milliers d'Isabelle, à mettre des bâtons financiers dans les roues de leur amour. Mais malgré tout, malgré vous, Thomas et Isabelle vont se marier l'été prochain. Et ici aussi, un jour, j'en suis sûr, l'amour vaincra et on fera passer cette loi. On sent la colère de François Ruffin, la semaine dernière, un dossier qui ne cesse d'être réfuté par le gouvernement. Aujourd'hui, Lisa, tu vas revenir sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Beaucoup appellent ça en fait le prix de l'amour. L'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, elle est de 904 € par mois. Donc son but en fait c'est de compenser tout simplement l'incapacité de travailler quand on est en situation de handicap. Mais si on a un conjoint ou une conjointe et que ses revenus atteignent 1020 € par mois, alors l'AAH commence à baisser. Aujourd'hui l'AAH ça concerne 1,2 million de personnes en France. Et la semaine dernière, donc, la proposition de loi handicap a une nouvelle fois été rejetée à l'Assemblée, Lisa ? Oui, alors tu dis une nouvelle fois parce qu'en fait, ce n'est pas le premier essai de la classe politique, des insoumis aux républicains d'ailleurs, contre le gouvernement pour voter cette déconjugalisation. En 2019 déjà, puis dernièrement en juin, où la proposition de loi elle a fait en fait des allers-retours entre l'Assemblée, le Sénat. Alors en juin, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, elle a utilisé l'article 44 alinéa 3 de la Constitution pour utiliser un vote bloqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors un vote bloqué, en fait, c'est un tour de force qui permet au gouvernement de demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat de réaliser un seul vote sur tout ou une partie du texte en retenant que les amendements en fait, qu'il veut. Alors finalement, à ce moment-là, les députés de la majorité ont voté un abattement forfaitaire de 5 000 € sur les revenus du conjoint, soit un gain estimé à 110 € mensuels pour 120 000 couples. Et en fait, c'est toujours pas désolidarisé du coup, et c'est ce qu'a défendu Sabine Rubin, d'ailleurs députée La France Insoumise à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Madame Cluzel, vous affirmez que cette allocation est un minimum social comme un autre. Non, non, non. Non, non, il s'agit bien d'une prestation individuelle. Oui. Là, je lève la main. Oui. Juste, le truc de proposer un texte où il y a des trucs où l'opposition est d'accord, mais de pas non plus donner ce qu'ils veulent, c'est une certaine particularité de La République En Marche. On en avait parlé dans le dernier Instant Porcher, donc avec Thomas Porcher. Ou alors, est-ce qu'on en parle sur celui qui est sorti ce soir ? Bon, bref. En tout cas, Thomas Porcher l'avait bien expliqué. On n'a pas encore vu, non. Voilà. Il y en a un qui sort ce soir là. C'est un peu une pratique de je vous propose un texte qui améliore un peu la situation, d'ailleurs avec aussi le nouveau projet de loi pouvoir d'achat là, mais pas entièrement. Du coup, l'opposition, c'est ce qui sort ce soir. L'opposition, dont vous avez une exclue, l'opposition se dit si on vote contre, on va dire on vote contre les projets sociaux, mais si on vote pour, on va pas aller là où on veut. Donc voilà, je voulais juste rajouter ce détail parce que là c'était il y a quelques mois, mais c'est une pratique bien connue. J'ai juste une petite question d'ordre purement formel sur la façon dont tu travailles, par exemple avec Thomas Porcher ou ici avec Nadia, pour vous faire les questions et les réponses comme ça. Comment vous vous organisez ? Vous avez déjà un texte que vous avez fait ensemble, ou c'est toi qui arrives avec ton texte, tu lui dis là tu me poseras telle question, c'est juste pour savoir comment vous faites votre sauce interne. Pas de problème. Alors pour les matinales et pour l'Instant Porcher, c'est complètement différent. Pour les matinales, c'est une chronique, donc ça c'est dans tous les médias du monde, c'est comme ça. On écrit notre chronique, on la travaille et tout, et on écrit des relances. Et les relances, on les donne aux présentateurs ou présentatrices qui peuvent les réécrire, etc. Mais voilà, pour qu'il y ait un dialogue. Mais par contre, c'est nous qui faisons tout. Par contre, Nadia, les relances que je lui donne, elle peut les réécrire à sa sauce, ça y a pas de problème. Et souvent, elle faisait la conversation, quoi. Pour l'Instant Porcher, c'est totalement différent. On travaille vraiment tous les deux à la construction de l'émission. On travaille les questions et les réponses ensemble. Après, il a son expertise et son opinion, que je suis pas obligée de toujours la partager. Mais en tout cas, on travaille toute l'émission et le corps de l'émission ensemble, vraiment en duo, sauf sa partie économique et opinion. Voilà. D'accord, merci. On y va. Individuelle et compensatoire, relevant à ce titre de la solidarité nationale, comme précisé dans l'exposé des motifs de la loi
de 2005 qui dit qu'il s'agit bien d'une obligation nationale de solidarité. Alors certes, vous vous arc-boutez sur les 44 000 foyers qui seraient perdants, mais je pourrais dire que c'est là l'exception qui confirme la règle et dire surtout que la loi permet en son article 7 de rester dans le régime actuel pour ceux qui le souhaitent. En revanche, vous omettez de dire que cette déconjugalisation représenterait un gain moyen de près de 300 € mensuels pour environ 185 000 personnes. Et j'ajouterai surtout que cette prestation doit fonder l'autonomie financière de la personne, de sorte qu'aucun de nos concitoyens n'ait à choisir entre un mariage, un PACS et la reconnaissance par la société d'un handicap. Enfin, si on récrimine l'imprécision de cette PPL concernant le chiffrage budgétaire de la PCH, que dire alors des propos de la majorité concernant le coût de la hache, qui va du simple au double, de 300 à 700 millions selon les humeurs du gouvernement. À ce sujet, permettez une incise. Même 700 millions, ce ne serait pas une somme extravagante au regard des innombrables niches fiscales qui grèvent notre budget national. On vient de parler donc de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en est du Sénat? Alors le Sénat, mardi, majoritairement républicain, a adopté, lui, la déconjugalisation de la hache. Le texte rétabli, pas la version détricotée par les députés. Alors maintenant, c'est au tour de la commission mixte paritaire de trancher la question. Donc on peut le voir, les discussions et les retouches de texte n'en finissent pas. Et ça a vraiment le don d'agacer Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains et porteur de la proposition de loi handicap cette fois-ci. Je ne peux pas redire à quel point cette méthode qui a consisté depuis ce matin à systématiquement déposer un amendement de suppression sur chacun des 7 articles est une méthode invraisemblable. Et vous ne pourrez plus nous asséner vos mots de bienveillance, de co-construction, de co-dialogue et de je ne sais quoi quand on se comporte comme vous vous êtes comporté désormais depuis 3 semaines de préparation du texte et singulièrement depuis ce matin. Il y a les paroles et il y a les actes. Vous ne voulez pas discuter de ce sujet, c'est une évidence. L'idée même qu'aujourd'hui, dans notre pays, les revenus liés à l'allocation adulte handicapé, qui viennent compenser un revenu du travail qui n'est pas possible pour ces personnes, soient conditionnés au revenu du conjoint, c'est insupportable. Et vous pourrez tourner autour du pot autant de temps que vous voudrez. Vous pourrez chercher tous les arguments si possible. On n'a pas encore entendu l'argument du logiciel. La dernière fois, lors du dernier débat, la secrétaire d'État nous avait dit que tout ça, ce n'était pas possible parce qu'on n'était pas prêt en matière de logiciel. Vous avez tout essayé en matière d'arguments, tout. La réalité, c'est que si à vous ou à moi, l'on indiquait que nos revenus, notre ressource est conditionnée à celle de notre conjoint, vous trouveriez ça absolument insupportable. Voilà ce qui se passe pour les femmes et les hommes en situation de handicap. Il n'est pas seulement question de mesures d'abattement, de mesures fiscales ou de mesures de revenus d'allocation à des handicapés, il est question de principe. Et lorsqu'on fait de la politique, lorsqu'on agit pour nos concitoyens, on pense autant aux principes d'égalité qu'aux considérations techniques. Rien ne peut justifier ni votre méthode de sabotage de ce texte, ni votre persévérance et votre entêtement sur la conjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Bon, c'est un discours plutôt à gauche quand même, qu'on vient d'entendre. Il y a eu une forte mobilisation, Lisa? Oui, il y a une pétition qui a été publiée donc, sur le site du Sénat en septembre et elle a obtenu plus de 100 000 signatures aujourd'hui. Et aussi les collectifs. Oui, par exemple, j'ai rencontré Lauriane. Elle est membre des Handi citoyens et citoyennes et elle est en couple avec Hervé et ils ont un petit garçon de 8 ans ensemble. Et en fait, Lauriane, elle m'a raconté donc, être allée jusqu'au master et qu'une assistante sociale lui avait bien fait comprendre qu'elle pourrait jamais vraiment entrer dans le monde du travail, de par déjà son handicap qui la freine, mais aussi parce que le monde du travail, en fait, embauche très peu de personnes handicapées. Et donc aujourd'hui, elle dépend de son conjoint et donc elle a perdu la hache à cause de ses revenus. Vous vivez, vous, au quotidien, malheureusement, de dépendre en fait, de votre conjoint comme ça? C'est vraiment dur parce que je me sens piégée, en fait. Piégée parce que moi, je ne peux pas faire un travail à plein temps. C'est impossible. Par rapport à mon handicap, le plein temps, c'est marqué 3, quoi. Même à mi-temps? Même à mi-temps, c'est fatigant. J'ai jamais eu la chance de pouvoir tester, mais on ne m'a jamais proposé. Mais je sais que déjà à mi-temps, ça serait très fatigant et en plus, on me supprimerait alors absolument tout. Je n'aurais plus rien du tout comme aide. Et sachant que du coup, on se retrouve à une situation où moi, j'ai beau avoir un bon salaire, on se retrouve à être à une famille de 3 là, sur un salaire, et même un bon salaire divisé par nos volets, ça devient
C'est compliqué. En fait, on arrive à une situation compliquée alors que moi, je fais un boulot, je suis ingénieur, je ne devrais pas avoir. Serge. Lisa, est-ce que tu sais si des élus ont vu cette séquence, ont vu ce reportage et si tu as eu des retours du coup là-dessus? J'ai pas eu des retours d'élus, j'ai eu des retours de personnes de collectifs, mais j'ai pas eu de retour d'élus. Après, je fais une petite parenthèse sur LR. Pourquoi ils défendent la déconjugation de l'allocation adulte handicapé? Je pense pas que ce soit par pure empathie. Je pense que, enfin, déjà, bon, c'est des humains malgré tout, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un principe conservateur que, enfin, ils sont toujours, les Républicains sont plutôt, on va dire, attends, je trouve le bon mot parce que pas que je me fasse ni taper par la gauche ni taper par la droite. Non, mais ils sont toujours assez enclins à être pour les lois en faveur des personnes porteuses de handicap. Je pense que c'est d'un principe conservateur, assez catholique, etc. De son prochain, tout ça. Mais en tout cas, sur tout ce qui est handicap, j'ai pas envie de me faire taper par les collectifs, mais normalement, LR, ils vont dans le bon sens pour les personnes porteuses de handicap, en tout cas. Ils sont plus progressistes que les macronistes, quoi. Bah, est-ce que c'est du progrès? Enfin, moins réactionnaires, on va dire. Mais ils sont moins à cheval sur leurs sous quand il s'agit de donner de la dignité à des humains, en fait, tout simplement. Si la proposition de loi est à nouveau actualisée à la haine. Alors, il y a LREM pendant la campagne, enfin Macron qui a dit pendant la campagne présidentielle, vers le début avril, je crois qu'il était pour l'individualisation de la hache. Donc, à voir. Après, NUPS plus LR, ça suffit toujours pas pour que ça passe. Donc, il faut que LREM change un peu de cap aussi. Ou l'extrême droite, mais à voir. Pas gagné. Michel parle de charité chrétienne. Effectivement, oui, voilà, c'est ça. Le terme de charité, c'est vraiment celui qui convient, hein, c'est-à-dire de la condescendance tout en se donnant bonne conscience, un petit peu quand même. Parce qu'on ne va pas dire que du bien de LR. Bon, allez, on continue, c'est bon? Un souci d'argent et on se retrouve dans des situations UBS où malgré un bon salaire, quand il y a plusieurs à se partager un bon salaire, on a du mal à joindre les deux bouts. Ça crée des tensions, forcément, parce qu'on ne peut pas visiter où on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas... On n'arrive même pas à habiter à un endroit qui serait accessible. On aimerait habiter proche du centre-ville. On habite très loin du centre-ville. Donc ça te complique encore plus la donne. Parce que c'est tout un... Finalement, c'est tout un cercle vicieux. Ouais. Et qui serait beaucoup... Si moi, si je pouvais au moins apporter au foyer, ne serait-ce que voilà, la compensation financière liée à mon handicap, déjà, ça serait complètement différent. On vivrait beaucoup mieux les choses moralement et bon, financièrement, oui, c'est sûr, mais au moins moralement, déjà. Ouais, moralement, c'est un poids lourd de dépendre comme ça de son conjoint? Ah bah oui, parce que j'ai pas d'échappatoire. C'est pas comme si demain je pouvais traverser la rue, dit Monsieur Macron, et prendre un boulot alimentaire, comme il dit. Je veux dire, si demain la boulangerie du coin cherche vendeuse, cherche même ne serait-ce que stagiaire, c'est pas comme si je pouvais prendre n'importe quel boulot avec mon handicap et payer et subvenir aux besoins de ma famille. C'est complètement absurde de croire qu'une personne handicapée peut aller trouver un travail comme ça. C'est ça qu'on a essayé de faire comprendre au gouvernement. Nous, on n'est pas des gens lambda, quoi. On est des gens qui galèrent déjà depuis l'école. Depuis l'école, c'est déjà compliqué de suivre une scolarité normale. En plus, après les études, n'en parlons pas. Ceux qui arrivent à faire des études. Et en plus, l'emploi, mais alors l'emploi, c'est jackpot quand il y a un employeur qui accepte l'idée d'avoir une personne en situation de handicap dans sa boîte. Déjà, c'est plus que... C'est l'euro million, là. Voilà. Non, mais voilà, donc le gouvernement, il est complètement perché. Serge, le mot euro million t'a fait réagir.
J'ai l'habitude de réagir à 300 000 euros, alors le million, ça me fait réagir encore plus. Non, je voulais dire, c'est intéressant là, ce qu'on entend sur l'idée de l'emploi pour les handicapés, parce que ça rejaillit exactement avec les propos qui ont été tenus récemment par Elisabeth Borne, qui disait à propos d'une handicapée, bah voilà, elle a qu'à trouver du travail, quoi. Elle a qu'à contacter les services qui pourront l'aiguiller vers un emploi protégé, comme si ça se faisait comme ça, comme si c'était toujours possible, comme si les employeurs attendaient forcément après les salariés handicapés. Enfin, c'est complètement hors sol, quoi, comme réflexion. Et du coup, là, ce témoignage nous met exactement dedans, quoi. Comme quoi, quand on écoute les concernés, finalement, on apprend des choses. Bah oui, bien sûr. Tiens, au passage, Michel te demandait dans le chat si tu travailles avec un caméraman en particulier. Bon, là, j'ai l'impression que c'était Zoom, hein, le caméraman. Ouais. C'était à distance. Les chroniques, non, je faisais tout avec cet objet. Et là, c'était du Zoom. Les chroniques, ouais. Après, les gros reportages et tout, ouais, on part avec Léo ou Ellie, ou même d'autres, en fait. Mais non, les petites chroniques comme ça, c'était soit au téléphone dans les manifs, soit avec Zoom quand les personnes étaient loin. Ok. Ils ne se rendent pas compte, ils sont dans l'utopie complète. Il y en a beaucoup aussi qui me parlaient que la conjugalisation des revenus, ça a infantilisé énormément les personnes en situation de handicap et ça les privait vraiment de liberté. Vous ressentez ça aussi, vous? Complètement. Moi, je l'ai subi toute ma vie, ça, l'infantilisation, donc ça continue, quoi. Ça continue, ne serait-ce que dans l'intitulé qu'est l'âge, de toute manière, puis le fondement même, parce que l'âge, puis par exemple, je peux la toucher en étant chez mes parents. Alors, voilà. Un lit était destiné à rester un enfant et pas autre chose. Et puis dans la manière aussi, moi l'infantilisation, moi aussi je l'ai ressenti, c'est dans la manière dont la ministre et puis certains députés défendaient leur argument, c'était solidarité familiale. Oui, il y avait ça. Il y avait même le fait de dire nous, c'est mieux que vous, ce que vous voulez. C'est une vision de la famille très archaïque et réac. Ils n'ont pas évolué là-dessus, quoi. Et ils se permettent parce qu'on est des handis, ils se permettent de le faire. Parce qu'ils pensent qu'on ne réagira pas, ils pourraient nous traiter de méchants handis. Hein, oulala, on est des méchants parce qu'on réagit. Et en rigolant, l'autre jour, j'ai dit plutôt que de se marier, pourquoi tu ne m'adopterais pas? Non, mais c'est ridicule, mais c'est un peu le fondement, quoi. Ce qui revient beaucoup, c'est l'autonomie, Yamissa. C'est ça le véritable enjeu, en fait. J'ai pu m'entretenir notamment avec Lenny Marquez. Il est le porte-parole du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, donc dit le CLÉ. Et il me dit, en fait, cette solidarisation des revenus nuit à leur autonomie, leur liberté, voire à leur sécurité. À leur sécurité. Oui, en fait, je parle de sécurité, par exemple, parce que les dévalideuses, elles rappellent que 80% des femmes handicapées ont été, sont ou seront victimes de violences psychiques, physiques, sexistes ou sexuelles, quand 34% d'entre elles sont victimes de violences conjugales, donc c'est 2 fois plus que dans la population de femmes en général. Les différents collectifs, ils revendiquent l'émancipation, et en fait, c'est incompatible avec la législation actuelle, et on écoute du coup Lenny, porte-parole du CLÉ. La droite aime beaucoup quand même faire des lois sur ce sujet, etc. Donc, je n'étais pas très surpris qu'ils le fassent, surtout vu le contexte. Après, est-ce que j'étais content? On va dire que moi, dans mon collectif, voilà, on est des militants de gauche radicales. Les Républicains, c'est pas ce qui nous rend heureux. Après, ce qui est le chose positive, par contre, c'est de se dire voilà, que le débat est lancé, que le gouvernement n'arrive pas à mettre la poussière sous le tapis aussi vite qu'il voudrait, quoi. Le résultat, c'est que ça n'a pas marché. On commence à les connaître, les macronistes, quand même. Donc, c'est pas la première fois qu'ils refusent de voir la réalité en face et qu'ils s'entêtent de façon arbitraire et autoritaire. Donc, j'étais pas surpris, mais déçu, quoi. Mais c'est un peu à l'image de ce quinquennat, j'ai envie de dire. Mais non, ça c'est dans la droite ligne, de toute façon. C'est des libéraux. Ce qu'ils veulent, c'est surtout pas lâcher d'argent, en fait.
Donc j'en ai énormément appris en vérité sur le débat de la déconjugalisation de l'AAH. Hein. En fait, ça rentre vraiment dans un enjeu plus large qui est l'autonomisation et l'autodétermination, surtout des personnes porteuses de handicap. D'ailleurs, l'ONU rappelle à l'ordre la France. Ouais, ce qui est remis en cause surtout, c'est la législation et les pratiques axées sur la médecine et le paternalisme dans un rapport du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Et Lénie te l'explique, ça. Hein. Pour lui, en fait, la lutte sur le handicap, c'est une dimension politique. C'est pour ça que je parlais d'autodétermination et pas une action sociale avec des associations gestionnaires qui enferment et institutionnalisent la vie des personnes. Comment, Lisa, qui? Pardon? Institutionnalise. Ben voilà. Voilà, très bien. Pardon. Allez, on regarde la fin. Handicapés, pardon. Non, le handicap, c'est pas monolithique. Non, les grosses associations type APF, une API ne sont pas nos alliés. Ils se nourrissent sur nos luttes pour continuer à nous opprimer, quoi. Parce qu'en fait, le validisme, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est un système global d'oppression qui est structurel, qui peut s'apparenter parfois au système structurel d'exclusion raciste, etc. Il y a des liens, c'est pas exactement la même chose, bien entendu, parce que chaque lutte a sa spécificité. Mais on est dans une approche structurelle et c'est ce qu'on essaye de pousser. De dire arrêtez de voir le handicap comme une problématique d'action sociale. Arrêtez de voir le handicap comme des malades à soigner ou comme des malades à gérer. On est avant tout des individus qui ont des droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous reprochez entre guillemets aux associations gestionnaires? Alors déjà, c'est dans le titre, c'est-à-dire que c'est des gestionnaires de centres, donc des AT, donc des lieux où les personnes handicapées travaillent mais ne sont pas soumises aux mêmes droits du travail que les autres. Donc ça, voilà, qui ne sont pas payés au SMIC, qui n'ont pas de représentation syndicale. Donc déjà ça, c'est un scandale. C'est des gestionnaires de foyers de vie, d'IME, etc., des lieux de privation de liberté, tout simplement. Et le rapport de l'ONU, d'ailleurs, pousse un peu dans cette direction-là en disant que non, une institution n'est pas un lieu où les personnes sont libres. Donc nous, à partir du moment où une association qui dit défendre les droits des personnes handicapées gère des centres où des personnes handicapées. Je voulais dire que ce qu'on entendait là, ça rejoint aussi ce que disait une autre intervenante qui était passée aussi aux médias. Je sais, alors c'était pas avec toi, je me demande si c'était pas avec Nadia. Il me semble qu'elle s'appelle Odile Morin, qui est Ah oui, j'étais chef d'édition ce jour-là. Une militante justement pour les droits des handicapés. Et elle insistait aussi beaucoup, comme lui, sur justement l'idée que les handicapés ne soient pas des assistés, soient des bénéficiaires de droits et pas des gens qu'on parque quelque part. Voilà. Donc c'est intéressant cette approche-là. Et sont enfermés, touchent des subsides conséquents de l'État en faisant croire qu'ils peuvent les critiquer alors qu'on sait pertinemment qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit, que c'est des associations gérées principalement par des valides avec quelques personnes handicapées qui sont juste là pour faire joli et qui ne se préoccupent jamais de notre liberté et qui font croire qu'ils le font. C'est comme n'importe quelle lutte d'émancipation, si vous voulez, que ce soit les femmes, les personnes racisées, les personnes trans, etc. On se bat par nous-mêmes, quoi. On en a marre qu'on parle à notre place, en fait. Et quand on a des gens valides qui débarquent sur les plateaux en disant « je suis de l'APF, je vais vous expliquer ce que c'est le handicap en France », non, arrêtez. On est au XXIe siècle, laissez-nous parler nous-mêmes, on est des grands, c'est bon, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Et justement, dans toutes ces luttes dont parle Lénie, il dit qu'en fait, le handicap, c'est un peu le dernier continent de la lutte. C'est quelque chose que vraiment les militants regrettent. Et donc, voilà, avec une cause qui est encore très inconnue du public, en fait, finalement. Merci Lisa. On rappelle que la proposition de loi qui prévoit donc d'individualiser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en supprimant donc la prise en compte des revenus du conjoint fait désormais l'objet d'une troisième lecture. Il est bon de souligner que l'inscription de cette proposition à l'ordre du Sénat s'explique par le succès d'une pétition. Tu en as parlé, demandant la déconjugalisation de l'AAH sur la plateforme dédiée du Sénat. Cette pétition déposée par une allocataire de l'AAH en septembre 2020 a recueilli plus de 100 000 signatures. Ne jamais sous-estimer l'impact des initiatives citoyennes. Je me permets de commenter un petit peu ce reportage parce que c'est juste terrible de se dire que ce sont des personnes qui sont déjà discriminées dans le marché de l'emploi parce qu'elles sont en situation de handicap. Donc on s'attend quand même à une forme de compensation, une réparation de leurs préjudices qui aurait pu se traduire par l'allocation de cette
allocation, de cette allocation. Et puis au bout du compte, on les fait dépendre de leur conjoint. Et c'est ce que tu dis, il y a l'infantilisation. Et donc et c'est aussi difficile pour ces personnes en situation de handicap d'être en couple. Et donc en fait, on les sanctionne. Enfin, c'est vraiment la double, triple, quadruple peine pour ces personnes-là. Sans transition aucune, hein, on vous parle. Bon ben voilà, sans transition. Non, mais elle a tout dit, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'on rigolait pas sur le plateau, parce qu'on était très émus. Et même là, ça me fait quelque chose. Hein. C'est. Comment dire? En fait, elle a tout dit, Lauriane. C'est que depuis qu'elle est enfant, elle subit ça. Et même quand elle a fait son master, qu'elle est adulte, etc. Alors, elle n'a pas besoin de faire des études hein, pour être respectée, bien sûr. Mais même quand elle arrive au bout du chemin périlleux, et ben même là, elle retombe à la case départ, en fait. Donc, c'est des personnes qui ont plein de courage. Et franchement, j'arrive pas à comprendre pourquoi on en est là. Ça me paraît dingue, en fait. Ça me paraît dingue. Effectivement. Et Nadia a bien résumé aussi la situation, la détresse et la colère que ça entraîne chez les personnes qui le vivent et chez les personnes qui peuvent en témoigner sans pouvoir rien faire aussi, toi. Bon, alors, t'es pas une spécialiste des sujets joyeux, donc maintenant il va falloir piocher un autre sujet un peu compliqué. Comme ça fait déjà 45 minutes, je pense qu'on va devoir en zapper un. Donc il nous reste celui sur la métallurgie et celui sur les travailleurs sans papier. Alors le choix est dur, hein. Le choix est vraiment difficile. Comme vous voulez. Plouf, plouf. Je me défausse. Alors, dans le chat, est-ce qu'on regarde une chronique sur la métallurgie ou est-ce qu'on regarde une chronique sur les travailleurs sans papier? Le premier qui répond, voilà, on regardera cette chronique. Allez-y, n'hésitez pas. Hein, on a des challenges, il faut les métallos. Alors, je fais une petite parenthèse sur les travailleurs sans papier. De toute façon, on en a reparlé. Désolé Michel, on en a reparlé sur le média de toute façon il n'y a pas longtemps et on va en reparler. Je crois que Djemil est sur le terrain d'ailleurs aujourd'hui, donc allez voir son Twitter. C'est Djemil, il me semble. Ouais, effectivement. Et donc allez voir son thread, mais en gros, c'est travailleurs sans papier, souvent de la Poste en Île-de-France, qui se font engager par des boîtes d'intérim. Et du coup, ils se font engager par des boîtes d'intérim pour des entreprises, la Poste, etc. Soit ils ont des noms empruntés, soit ils ont leur nom. Et donc, c'est souvent des noms empruntés, bref. Et en gros, donc ils se font engager, ils travaillent et ils cotisent parce que ils ont une fiche de paye, quoi. Et il y a la Poste qui ne veut pas, ou les agences d'intérim qui ne veulent pas leur donner le CERFA, donc c'est un papier pour qu'ils puissent se déposer en préfecture et donc se faire reconnaître, en fait, qu'ils se fassent régulariser. Et donc, c'est vraiment une honte ce qui se passe au niveau des travailleurs sans papier parce que c'est pareil, j'arrive pas à comprendre qu'on ne veuille pas donner des papiers qui sont légaux. Genre, c'est quelque chose qui est une obligation légale, mais la Poste, etc., se défendent en disant non, eux, ils travaillent pas pour nous, on les a jamais vus, alors qu'on a évidemment les preuves, les contrats, etc. Donc voilà, je voulais juste faire une parenthèse, on va regarder les fondeurs, mais c'était important d'en parler. Et de toute façon, le sujet va continuer parce qu'ils sont en lutte depuis novembre, de ce que je sache, mais je crois qu'ils étaient en lutte bien avant. Donc ils ne s'arrêtent pas. Voilà. Très bien. On va passer effectivement au témoignage d'un métallurgiste que tu avais reçu sur le plateau, je crois, il me semble bien, cette fois. Si je vous dis usine, délocalisation, entreprise française, financement de l'État à des groupes qui licencient, est-ce que ça vous parle? On va décortiquer tout ça. Dans quelques heures, aura lieu une manifestation nationale à Paris à l'appel de la CGT Métallurgie pour défendre les emplois dans l'industrie automobile. Le secteur se prend en pleine figure des fermetures de sites et des licenciements depuis des années. Une vraie désindustrialisation en marche finalement, sans mauvais jeu de mots. Alors nous recevons pour en parler Frédéric Sanchez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général de la CGT Métallurgie et avant de commencer à discuter de tout ça avec vous, je pense qu'il faut qu'on regarde tous ces images. Donc vous êtes spectateur d'un massacre, tout simplement. Un massacre où l'État est le principal acteur de ce massacre. Au dernier moment, ils nous ont lâchés. Donc c'est une trahison. On prend ça comme si on était planté dans le dos. Reste à annoncer la nouvelle aux salariés qui ont fait le voyage depuis Saint-Claude. Un silence pesant. Parle, Naïs, dis quelque chose.
Dis-nous. Laisse-le. Non, mais... C'est liquidé. Puis l'expression de la colère. Ça, c'est vrai. Ce qui est marqué là-dessus, là. Regardez. Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, au lieu de rester ministre, là, reconvertissez-vous en chauffeur de corbillard. Voilà, c'est ce que vous êtes exactement. Ces images sont fortes, et c'est l'histoire de la fonderie MBF dans le Jura. Une fonderie, pour la faire simple, produit des pièces, des carters par exemple, pour les voitures et notamment le groupe Renault. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour cette fonderie du Jura où on l'a vu, les images ont beaucoup marqué? Alors, je fais juste une petite parenthèse, un petit coucou spécial à Michel, qui est du Jura, qui avait organisé un pique-nique des sociaux dans le Jura. Coucou Michel. Donc, l'intervention de Naïl, que je connais bien, qui est le délégué syndical de cette fonderie, ils ont vécu des plans successifs de délocalisation, de restructuration, pour à la fin arriver à une fermeture du site, alors que c'est une fonderie qui avait un potentiel industriel, des capacités, qui aurait pu développer, y compris d'autres produits. Les camarades ont travaillé sur des projets qui auraient pu permettre un développement et une pérennisation des emplois. Force est de constater que aussi bien la direction de l'entreprise que le gouvernement, au lieu d'accompagner justement les possibilités de redonner une dynamique à cette fonderie, ont accompagné la fermeture de cette fonderie, y compris avec des subventions publiques, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on a une fuite en avant, Naïl le dit bien, il emploie le mot assassin, je pense que c'est le mot qu'on doit attribuer aujourd'hui à ce gouvernement, mais pas qu'au gouvernement actuel, au gouvernement successif. Il y a eu le gouvernement aujourd'hui Macron, avant Hollande, avant Sarkozy, et on peut dire que depuis maintenant plus de 30 ans, on a un pays qui se désindustrialise, alors qu'à longueur de journée, on a des ministres qui passent sur les plateaux, qui nous disent il faut relocaliser les productions, il faut redonner une dynamique industrielle à la France. Et nous... Alors, juste une remarque. Quand ils disent que vraiment l'État pour eux est un assassin, ils se sentent agressés, ils se sentent tués par l'État, vraiment. Enfin, on sent que le mot n'est pas trop fort pour eux, ils le vivent dans leur chair, quoi. Oui, c'est ça. En fait, parce que quand on est un jeune fondeur et qu'on est engagé aux fonderies à ses 18, 20 ans, 25 ans, on se dit je vais faire toute ma carrière chez Renault, je construis les voitures Renault, je suis sous l'État. C'est le Graal, quoi. Et c'est une famille qui se crée depuis 30, 40, 50 ans. Donc c'est vraiment... les fondeurs, ils aiment leur métier. C'est un métier qui est super dur. Ils ont connu le scandale de l'amiante, ils ont des poumons détraqués à 50 ans, mais ils aiment ce qu'ils font. Il y a vraiment cette fierté d'être fondeur, cette fierté d'avoir ce savoir-faire industriel vraiment unique. Et ils se sentent hyper trahis par l'État parce que l'État est actionnaire majoritaire de Renault. Donc c'est pour ça qu'ils se sentent totalement trahis, surtout qu'ils ont eu du soutien, entre guillemets, dans les discours des ministres, des députés qui viennent les voir, qui disent on est là pour vous, on ne va pas vous laisser tomber. Et les fonderies ferment toutes peu à peu. J'ai une grosse pensée pour les fonderies du Poitou. Je suis née là-bas, moi je passais devant tous les matins pour aller à l'école. Et jeudi, il y a la fonderie qui faisait de la fonte qui a fermé il y a 1 an, et il y a l'aluminium, il y en avait 2, et la deuxième aluminium ferme là dans 2 jours. La dernière coulée pour fondre de l'aluminium, etc., aura lieu dans 2 jours. Donc évidemment que j'ai une énorme pensée pour eux, mais pour tout ce qui se passe en France. Michel est du Jura et elle était allée donc à la MBF, les images qu'on a vues, un désastre pour Saint-Claude, des centaines de gens sur le carreau, c'est exactement ça. C'est que si c'était une petite entreprise qui n'avait plus de sous et qui fermait, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais là on parle d'un fleuron national en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cet énorme sentiment de trahison et de drame humain quand on connaît les dividendes et les subventions que l'État a pu faire à Renault, quoi. Et c'est sans compter que la métallurgie est l'un des domaines qui a permis de redresser l'économie française après-guerre, et qu'il y a toute une histoire derrière, une histoire sociale, une histoire de combat, une histoire de fierté, et que visiblement le néolibéralisme se fait fort de ne pas connaître toute cette culture. C'est vraiment la pensée néolibérale de dire qu'on n'a plus besoin de l'industrie et qu'on veut être une société de service. Moi, je sais que dans 10 ans, on va dire
oh, il faut de la fonte pour faire des rails de train parce que le train c'est l'avenir, parce que on a des problèmes écologiques, etc. Et puis on dira dans 10 ans, on dira bah ouais, mais on sait plus faire de fonte en France parce qu'en fait les fours ils ont fermé, le savoir-faire il a disparu. Donc il est là le truc, c'est que ok, il y a les volontés écologiques et la transition écologique. Et ça, c'est un vrai débat à mener, je pense, autour de la métallurgie française et de l'automobile français. Ça, on est totalement d'accord. Par contre, les fondeurs, en tout cas de ce que je sais au Poitou, pendant 2 ans, la CGT n'a pas juste dit non, on ne veut pas fermer. Elle a proposé des plans de reconversion, de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la fonte, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de l'aluminium, etc. Parce qu'en plus, il y a la loi là, qui est passée, qu'en 2040, tous les moteurs thermiques et hybrides sont interdits. Mais il y a des choses à faire avec de la fonte, avec de l'aluminium. En tout cas, la CGT avait proposé. Ou alors, moi, je veux qu'il y ait un vrai débat. Si ça doit fermer, mais il faut qu'il y ait un vrai débat. Et il n'y en a pas eu, parce qu'en fait, c'est pas le genre d'industrie que le néolibéralisme veut, parce que c'est l'industrie... je pense dans l'image, l'industrie sale, la vieille industrie, etc. Alors que pas du tout en fait. Enfin, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir. Donc, et puis les ouvriers, voilà. ils n'aiment pas trop au gouvernement. Hein. C'est les ouvriers, ça se syndique, ça réclame des trucs. Voilà. Des start-upers. Ouais, ils se sont battus. Hein. Ça fait les fonderies du Poitou, ça fait depuis les années 2000 qu'ils se battent quand. En fait, les fonderies du Poitou n'appartiennent pas à Renault. Elles appartenaient en 2000. Renault les a revendues. Si je ne me trompe pas, il y a des fondeurs qui regardent, ils vont m'engueuler. Mais dans les années 2000, Renault a revendu ses fonderies à des actionnaires du groupe GFC Alliance, Liberty, Alliance, etc. Enfin, c'est des groupes en cascade, quoi. Et donc, ça a été revendu. Et ensuite, enfin, pas dans les années 2000, mais en gros, tous les 10 ans et puis après tous les 2 ans, les fonderies changeaient d'actionnaire, changeaient de propriétaire. Il y avait un seul et unique client qui était Renault, donc les fonderies fabriquaient bien des pièces pour Renault, mais au travers d'un actionnaire différent à chaque fois. Et donc à chaque fois, ils se sont battus contre Renault qui les lâche. Et ensuite, 10 ans après, en 2010-2011, ils se sont battus contre le changement de direction. Enfin, tous les 2 ans, il y avait une bataille jusqu'à la perdre, mais par la grande porte. Là, cette année et l'année dernière pour la fonte. Ok, on continue? On y retourne? C'est bon. Allez, go. Ce qu'on se constate sur le terrain au quotidien, c'est des fermetures de sites, des restructurations, des pertes de savoir-faire, des pertes de compétences. Et force est de constater que ce n'est pas l'activité qui est supprimée, étant donné que les activités qui ont été fermées dans le Jura seront faites dans d'autres pays, ce qu'on appelle vulgairement les pays à bas coût, low cost. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des milliers de familles qui se retrouvent à la rue dans des situations de précarité extrême. Et ce que vivent aujourd'hui les camarades et les salariés de MBF dans le Jura, c'est exactement à quoi sont confrontés d'autres salariés. On peut parler de la fonderie Sam, on peut parler des fonderies de Bretagne. C'est pas du tout un cas isolé. Voilà. Cette histoire-là, c'est pas du tout un cas isolé. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans énormément de fonderies, si on fait l'état des lieux. Donc il y a Alvan Suisse à Dior dans l'Indre, redressement, donc c'est-à-dire pas encore en liquidation, mais chercher un repreneur, etc. 287 salariés. Il y a eu la liquidation donc de MBF Jura qu'on vient de voir, 280 salariés qui a voulu se changer en scope, mais qui sans aucun engagement de Renault derrière. La fonderie de Bretagne, 334 salariés. La fonderie Sam Aveyron, là, tout récemment, Théophile en a parlé ce matin, 346 salariés, donc celle-là, elle est en liquidation. Il y a celle aussi en Meurthe-et-Moselle, la fonderie FVM, liquidation, 127 salariés. Il y a aussi les fonderies du Poitou. Alors, je me permets de faire un focus sur les fonderies du Poitou, car elles sont symptomatiques de ce qui est en train de se passer pour l'industrie en France. J'en parle aussi car je les ai suivis, ces fondeurs, côté aluminium et côté fonte pendant des mois. Ces fonderies, elles appartenaient à Renault avant d'être lâchées et revendues à des groupes privés qui se sont succédés pendant 10 ans. Tous les 2-3 ans, ça a changé de groupe privé. Un groupe rachète, prend le carnet de commande, le savoir-faire, les subventions de l'État, puis part. Le dernier en date, c'est Liberty Alliance. Et de son côté, Renault, unique un client qui commande les pièces à ses usines, délocalise ses productions.
Ensuite, donc, crise du diesel, le Covid, et bref, après des années de lutte, la fonderie Fonte est liquidée, 288 salariés sur le carreau. Le côté aluminium, plus de 300 emplois, est toujours en redressement, même si certaines fonderies sont encore sous Renault actuellement. C'est un schéma qu'on trouve partout en France, en fait. Voilà, c'est une généralisation des stratégies mises en place par les grands groupes. Là, c'est Renault, mais on pourrait citer PSA et d'autres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une fuite en avant. Une fuite en avant avec un risque de perte de filière entière. La filière fonderie, c'est une filière considérée il y a quelques années filière d'excellence, étant donné que c'est le démarrage de l'industrie, au même titre que la sidérurgie. Et on voit qu'aujourd'hui, les fonderies qui étaient sous la marque Losange, on va dire, Renault, historiquement, de décennie en décennie, Renault s'est désengagé de ses fonderies. La dernière en date, c'était la SBFM, en Bretagne, qui avait réussi, après une lutte dure, il y a une dizaine d'années, à rester sous l'étiquette Renault. Force est de constater que Renault, 10 ans après, remet le couvert, exactement avec ce que vous décrivez par rapport aux fonderies du Poitou, se désengage, vend à du privé. Le privé, bien évidemment, le seul objectif, c'est la financiarisation à outrance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une industrie qui répond aux besoins des populations, mais une industrie qui répond aux besoins financiers. Et c'est exactement le schéma qui est en train de se dessiner par rapport aux fonderies. On a encore de l'espoir, étant donné qu'il y a des luttes importantes qui se développent sur les territoires. Bon, force est de constater que Renault, avec la complicité, et je pèse mes mots quand je dis complicité, du gouvernement et du ministère de l'économie, aujourd'hui accompagne cette casse industrielle avec des conséquences, vous avez dit, vous avez décrit 200 d'un côté, 600 de l'autre. Quand on additionne, c'est à peu près 2000 emplois au niveau des fonderies qui pourraient être amenés à disparaître. 2000 emplois dans l'industrie, c'est 3 emplois induits à chaque emploi supprimé. Donc si on fait... Ouais, Lisa, tu es en train de préciser des choses dans le chat. Ouais, il parle de financiarisation de l'économie, donc qui est les modèles des sociétés privées, voire publiques maintenant, mais bon bref. C'est en gros un modèle économique qui est qu'on essaie de faire du profit pour tout reverser aux actionnaires. Avant, c'était 40-50% qui étaient reversés aux actionnaires quand on prend les bénéfices, et maintenant c'est 80%. Il y a 10% pour les salariés et 10% pour l'investissement. Donc voilà, c'est ça la financiarisation de l'économie, en tout cas en général, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres pour Renault. Et la chose qu'il dit là, qui est très importante de préciser, je ne sais pas si on va regarder en entier, parce que bon, c'est quand même long, et puis en fait j'en dis beaucoup à chaque fois, je m'en rends compte, c'est que ouais, les fonderies, c'est un drame humain et social, mais je pense qu'il y a c'est un drame auquel on ne mesure pas les conséquences pour les territoires ruraux, parce que les fonderies sont souvent dans des territoires ruraux qui ne sont déjà pas vraiment aidés, on va dire, en France. Moi, à Châtellerault, donc là où il y a les fonderies du Poitou sont à un Grande Survienne, à côté de Châtellerault. Il le dit, un emploi perdu, c'est 3 impactés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les fonderies, donc un gros fleuron d'emploi. Donc après, il y aura moins de services publics, moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Et on le voit parce qu'il y a des services de l'hôpital de Châtellerault qui ferment. Donc en fait, c'est vraiment déliter peu à peu les ruralités de leur vie, en fait, tout simplement. Donc il y a un drame écologique, humain, économique. Et puis en fait, quand on prend la mesure des choses, c'est pas que ça non plus. Il y a d'autres fils qui sont tirés avec ça. Donc il y a une vraie responsabilité, je pense, de la nouvelle Assemblée là pour voir qu'est-ce qu'on va faire au niveau et automobile et des ruralités, parce que il y a des gros débats à mettre en place et j'ai l'impression que personne n'en parle, quoi. Donc ça, Michel le dit, ça impacte aussi les petits commerces. Puis même, c'est bête, mais il y avait une caserne de pompiers juste à côté des fonderies au cas où. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Il y avait des transporteurs, des livreurs, des camions qui venaient, qui revenaient. Est-ce qu'ils vont... Enfin, il y a plein de questions que je me pose, que je poserai aux fondeurs, parce qu'évidemment que je vais aller les voir jeudi pour le dernier jour des fonderies du Poitou. Voilà, moi je travaille beaucoup dessus, il y a des choses qui vont sortir là-dessus, je suis en train de travailler là-dessus, donc il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore les réponses, puis ça me gêne énormément de parler à la place des concernés, donc j'ai hâte que ce soit les concernés qui vous parlent, aux sociaux. Mais voilà, il y a beaucoup de mesures qu'on ne prend pas en compte et que je pense que le gouvernement ne prend pas en compte parce que ce sont des urbains, en fait, sincèrement. Quand on regarde la sociologie du gouvernement, c'est énormément d'urbains, très peu de gens issus de la classe ouvrière et ou de la ruralité. Donc je pense qu'il
il y a une partie qui savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a une autre partie, je pense, qui s'en rendent même pas compte et que ça ne les intéresse pas aussi. Donc j'aimerais beaucoup avoir le débat avec ces gens-là, quoi. Voilà. Supranatsu 741. Non mais inventez-vous des pseudos prononçables, s'il vous plaît. Qui dit dans le chat, c'est terrible parce qu'on a l'impression de connaître l'histoire par cœur tellement ça arrive souvent et à chaque fois on ne peut rien faire. J'ai envie de rajouter, c'est pas que dans la métallurgie, c'est même pas que dans le monde ouvrier que ça se passe aussi dans les autres secteurs d'activité, ça se passe dans les services, dans le monde des services à la personne. Et là, c'est encore pire parce que le produit, c'est l'humain directement. On l'a vu avec le scandale des EHPAD, où c'est vraiment des systèmes financiers qui font qu'on compte le moindre centime qui doit aller dans la poche de l'actionnaire et pas dans le service rendu au client. On le voit aussi dans le commerce, dans toutes les grandes chaînes de commerce ou de services. On le voit dans le transport aérien. On va le voir dans le transport ferroviaire avec la privatisation qui se met en place. Aujourd'hui, si vous prenez un Ouigo, vous êtes traité comme un paquet de lessive, quoi. Vous avez le minimum de place. Si vous avez un bagage, c'est payant en plus. Si vous avez 0 service, il n'y a plus rien. Donc, c'est cette financiarisation, comme tu l'as rappelé, les 80% de bénéfices qui vont aux actionnaires, c'est à la fois tragique et c'est mortifère. Donc, voilà. Alors, je sais pas. Alors, et Corinne nous dit on va le voir aussi à l'école. On va le voir à l'école et à l'hôpital, évidemment. À l'hôpital, on voit déjà. Ouais, on le voit déjà, effectivement. Alors, on a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on continue parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est déjà en live. Est-ce qu'on continue à regarder un petit peu la vidéo ou est-ce qu'on fait une pause, on passe à la deuxième partie après La suite de la vidéo, ça dit ce qu'on a raconté. Ouais, après, et allez la voir, vous, de votre côté. Mais en fait, il dit tout ce qu'on est en train de dire là. Donc, Bon, évidemment, donc, alors, voilà. allez le voir. On va faire ça. Allez le voir. Michel avait mis les liens au début du chat. Si vous êtes arrivé entre-temps, peut-être que Michel, est-ce que tu peux remettre les liens, s'il te plaît, dans le chat? Parce que, effectivement, on se l'est dit là, mais quand c'est le témoignage d'une personne qui le vit, c'est quand même encore plus fort et je pense que c'est nécessaire. Je voulais faire une petite remarque à Lisa. Ce qu'on vient de voir sur ton travail, Lisa, ça confirme quand même une chose qui est particulièrement représentative du média, je trouve, c'est que le journalisme, c'est pas forcément quelque chose de neutre. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le journalisme doit être neutre et objectif, qui confondent en fait avec l'honnêteté et l'éthique journalistique, mais tu nous prouves complètement ici que le journaliste peut être engagé. Oui, le journalisme neutre, c'est un grand débat. On ne peut pas être neutre. Clairement, on est des humains, donc c'est impossible d'être neutre. Par contre, on peut être honnête intellectuellement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je pense que les gens savent que je suis engagée et ça, je l'assume complètement. Par contre, si demain, il se passe un truc à gauche, je le dirai, en fait. Donc, je suis engagée pour les droits humains et sociaux et je raconte des histoires, en fait. Mais je raconte la vérité. Donc, oui, c'est une forme d'engagement, bien sûr. Mais pour moi, ma neutralité, elle passe dans le sens... mon travail journalistique, il passe dans le sens où je vais toujours aller chercher la vérité, en fait. Même si c'est une vérité qui me dérange. Même si c'est une vérité qui dit... si les fondeurs, ils avaient traficoté pour faire un complot contre Renault, je l'aurais dit. Là, ce n'est pas le cas, mais je l'aurais dit. Donc, c'est plus d'aller chercher la vérité. Et bien sûr, avec... le choix de mes sujets est engagé. Ils sont engagés pour les droits sociaux, pour l'égalité et l'équité entre les humains. Alors, c'est peut-être un peu utopiste, mais pour révéler des histoires qui ne sont pas mises à jour aujourd'hui dans le système actuel qui est néolibéral. Donc, voilà. Mais c'est plus ça, moi. C'est plus de l'honnêteté intellectuelle et de l'honnêteté journalistique. J'ai déjà fait des sujets en disant la France Insoumise, il se passe ça, au NPA, il se passe ça, au PS, il se passe ça. Donc, je dirais toujours dans le sens des petites gens, quoi. Sauf quand les petites gens mentent. Mais aux yeux de la société, bien sûr, il n'y a pas de petits gens, soyons bien précis. Mais voilà, moi, c'est plus de l'honnêteté intellectuelle. Et puis, je nous trouve... C'est vrai que le média est marqué à gauche, et on ne va pas se mentir. Mais au moins, les gens savent ce qu'ils regardent. Quand on lit des journaux où on croit qu'ils sont neutres et en fait, ils ne le sont pas, là, c'est un peu compliqué. Oui, ils se prétendent neutres pour faire passer leur idéal néolibéral, souvent. La neutralité, c'est le prétexte fallacieux, un petit peu le cachex de leur honte à faire passer leur idéologie.
C'est ça. Mais voilà, moi, j'ai pas de honte à dire que je suis engagée et je pense sincèrement qu'on n'est pas plus engagé que d'autres. Enfin, en tout cas, dans les médias indépendants et même des fois à France Télé. À France Télé, ils sortent des sujets qui sont très engagés pour l'honnêteté, pour la vérité, etc. Moi, j'aime beaucoup le travail de France Télévisions. Et d'ailleurs, ils sont en grève aujourd'hui parce que Tout à fait. tout ce qui se passe au niveau de la Tout redevance. l'audiovisuel public, y compris les radios. Voilà, donc c'est plus ça. Mais en effet, cette question d'engagement, d'honnêteté, c'est compliqué dans ce milieu-là. Mais ouais, je suis engagée, mais toujours pour la vérité, quoi. Donc voilà. Très bien. Donc la deuxième partie concerne la SIC et le média. Donc vendredi dernier, 24 juin, vous le savez, il y a eu la première assemblée générale sous forme de SIC, c'est-à-dire de société coopérative d'intérêt collectif. Donc je vais laisser la main à Serge qui va un petit peu faire un résumé rapide de ce que c'est que la SIC, ce que c'est que la SIC du média, qui est spécifique en plus. Et puis voilà, vas-y Serge, je te laisse la parole. La SIC du média, comme Antoine vient de le dire, c'est une société coopérative d'intérêt collectif et repose d'abord sur l'Assemblée générale des sociétaires qui s'est tenue donc vendredi dernier. Et parmi l'ordre du jour de cette Assemblée générale, il y avait l'élection du conseil de surveillance qui est l'organe qui surveille donc le directoire qui lui est la direction de la SIC. Alors, le conseil de surveillance, donc, il est composé de 10 représentants des différents collèges du média. Les collèges du média, ils sont au nombre de 4. Contrairement à d'autres structures qui ont copié un peu ce que fait le média, au média, il n'y a pas de collège des fondateurs qui verrouille tout, il n'y a pas une personne qui dirige le média et qui contrôle tout. Au contraire, les sociaux, qui sont les abonnés sociétaires du média, représentent 40% des voix, ainsi que les salariés, ceux qui travaillent aux médias, qui représentent aussi 40% des voix. À cela s'ajoute donc le collège des partenaires qui pèse pour 10%, et le collège des volontaires qui sont des sociaux bénévoles qui contribuent par exemple à la modération du forum, qui produisent des vidéos qui peuvent servir pour les programmes du média, etc. Donc ces sociaux bénévoles font partie du collège des volontaires. Ils pèsent aussi pour 10% des voix. Et donc c'est le conseil de surveillance qui nomme ensuite le directoire, qui était composé dans les statuts de 5 personnes et qui, depuis la modification qui a eu lieu vendredi, sera composé prochainement donc de 3 personnes. Et c'est là que nous arrivons à toi, Lisa. Tu as été donc élue sur la liste au conseil de surveillance en tant que représentante donc, des salariés. C'est bien ça? Oui. La particularité du collège des salariés, c'est qu'il a été libre, lui, de décider du mode de désignation de ses candidats et vous avez choisi donc l'élection. Et du coup, on peut dire que toi, tu as été mandaté par tes collègues ainsi que 3 autres salariés donc, pour représenter l'équipe au conseil de surveillance. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont tes collègues donc, qui vont siéger avec toi? Alors, les collègues qui siègent avec moi au conseil de surveillance dans les salariés, c'est Nadia, Nicolas et Léo. Très bien. Je ne sais pas si je dois dire les noms de famille ou pas. Nadia, qui est journaliste pigiste comme toi. Nadia, qui est journaliste pigiste. Oh, je pense que Léo... ceux qui nous regardent les connaissent. Nadia est journaliste pigiste comme moi. Nicolas est journaliste aux médias. Et Léo est JRI, journaliste reporter d'image, réalisateur aux médias. Alors Nicolas, on ne le voit pas beaucoup, il est surtout dans la régie pendant les matinales, il a fait de la chefferie d'édition en alternance avec toi, oui. C'est ça. Alors juste un chef d'édition, ça consiste en quoi vite fait? Alors, le métier de chef d'édition, dans le cadre du média, mais c'est souvent comme ça aussi, pour une matinale, c'est-à-dire qu'on est le premier et le dernier maillon de la chaîne. On doit avoir soit une visite sur toute la semaine, soit sur la matinale, mais en gros, c'est nous qui voyons. Donc, on travaille avec le présentateur en proximité pour
voir les invités, la conduite de l'émission. En gros, voilà, on fait une petite réunion en disant qu'est-ce qu'on fait demain, ou qu'est-ce qu'on fait mardi, ou qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Et on décide de moi, j'aimerais bien faire cette séquence, voilà. On discute avec le rédacteur en chef, avec tout le monde. On discute de ce qu'on veut faire par exemple, pour demain. Bon, normalement, c'est prévu un peu plus en avance que la veille, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Voilà, il est 9h, qu'est-ce qu'on fait à la matinale de demain? Donc, en première partie, on fera les travailleurs sans papier, on invite un tel, on essaye d'appeler un tel. Et en deuxième partie, on fera ça, on essaie d'appeler un tel, voilà. Ensuite, les rôles sont les parties. Donc, moi, je peux appeler des gens pour les inviter, mais le présentateur ou la présentatrice peut le faire aussi. Et ensuite, on va écrire le conducteur, donc c'est-à-dire tout ce qui va être dans l'émission, un peu ce qu'a fait Antoine, je pense, aujourd'hui, mais préparer tous les magnétos. Donc, les magnétos, c'est les vidéos que vous voyez pendant la matinale, toutes les images, voilà, tous les éléments qu'on va mettre pendant le direct. On envoie toutes les consignes de montage au monteur ou à la monteuse. Donc, il y avait Alexis, Guillaume, Bérénice qui ont travaillé sur la matinale. J'espère que j'oublie personne. Il me semble que non. Donc voilà, donc on envoie toutes les consignes de montage au monteur, etc., qui nous envoie après, qui nous met dans le serveur tout. Et donc on fait la conduite de l'émission. Alors d'abord on commence par Nadia qui parle, ensuite il y a le générique, ensuite il y a Nadia qui fait ça, qui dit ça, et ensuite on passe cette image-là, voilà, c'est ça chaque édition. Et après on répare tous les bobos s'il y a des bobos, c'est-à-dire oh j'ai un problème ici, ah il y a un souci là, oh machin, voilà, parce que mais bon, c'était quand même enfin moi c'était une super expérience, j'ai adoré être chef d'édition, c'était vraiment trop génial de partir d'une feuille blanche et à la fin de faire une matinale complète, c'était vraiment trop cool pour le peu de nombre de gens qu'on était. On a fait un beau truc, franchement je suis contente, on a fait des beaux sujets, enfin franchement je suis fière de l'équipe quoi. Et pour le matin, pareil, on arrivait vers 5h, 5h30 et on préparait tout pour Léo, le réalisateur, pour qu'il prépare ses petites images et tout ça, dans l'ordre qu'il voulait les passer. Le matin, qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On préparait le prompteur, les textes de tout le monde, on voyait qui allait être assis quand et où. Voilà, c'est toutes les petites ficelles, en fait, c'était nous. Ouais, bravo, et puis bravo encore une fois, on ne le redira jamais assez, à toute l'équipe d'une façon générale, parce que on rappelle, hein, 155, on rappelle, hein, ça me rappelle quelqu'un qui dit on rappelle, hein, 155 matinales quand même, c'est pas rien, alors que certains avaient annoncé regarder la mort du média en direct en mangeant du popcorn. Salut à toi. Ah, mais je suis contente, et puis j'ai adoré être chef d'édition parce que j'ai travaillé avec des gens géniaux en fait. C'est pour ça, Léo, Elie et Jordan à la régie ont facilité énormément le travail. Haussmann aux réseaux sociaux a facilité énormément le travail à me faire des vignettes YouTube alors que je galérais à les faire. Quand elles étaient moches, c'est que c'était les miennes. Nicolas, j'en parle même pas, c'est lui qui m'a formé, il était super, et puis c'était lui le vrai chef d'édition titulaire plus souvent que moi. Et puis Nadia, Théophile et Jamil, pareil, c'était super de travailler avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai adoré être chef d'édition quoi. On faisait les petits films, mais eux ils faisaient tout le corps du truc. Alors, pour en revenir à la SIC, parce qu'on va essayer de finir vers 20h35, 20h40 maximum. Ça marche. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te porter volontaire pour être membre du conseil de surveillance? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, qu'est-ce que tu attends en fait de toute la nouvelle structure maintenant qu'elle est en place? Alors, on me l'a proposé plus que j'ai voulu être volontaire, pour être très franche, parce que je pensais pas que... En fait, quand je suis arrivée aux médias, je pensais pas que j'allais autant m'attacher, adorer et vouloir m'investir autant dans ce projet, sincèrement. Je me suis pris une petite claque en arrivant, parce que quand on est de l'intérieur, en fait, c'est absolument pas ce qu'on pensait de l'extérieur. C'est beaucoup mieux, enfin, c'est génial. Et donc, on me l'a proposé parce qu'il y a eu une ambiance hyper cool cette année. Et j'ai voulu m'investir parce que pour Thomas m'a dit, enfin Thomas qui est un des journalistes, Thomas Dietrich, vous voyez très bien, qui m'a dit ton rôle ça va être de surveiller la direction. Alors moi, on peut pas plus me séduire qu'en disant ça. Non mais blague à part, c'est parce que je vois que le média est en train de complètement changer. Et dans sa structure, et dans sa façon de faire, et dans sa vision des choses.
ça devient, enfin, c'est déjà un média, mais ça devient un truc pro, etc. Enfin là, ce qu'on a fait cette année, ça montre qu'on monte en gamme, on monte en puissance. Et donc, j'avais envie de m'investir, évidemment, dans des valeurs qui sont les miennes et que je ferai entendre, et que si elles ne se font pas entendre, je partirai. Mais pour l'instant, mes valeurs se font entendre depuis que je suis arrivée. Donc, n'en déplaise voilà. Mais donc, en tout cas, je suis écoutée, voilà. Et quand je dis que je veux quelque chose ou quand j'assume une valeur, etc., je suis suivie. Et j'ai l'impression qu'on va un peu tous dans le même sens. Donc, c'est pour ça que je voulais m'investir dans le média pour être au cœur du réacteur, quoi. Alors, c'est important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que ce qui sort, c'est souvent les histoires qui se sont mal passées, les incompréhensions, c'est plein de choses, et ça mousse, parce que sur les réseaux sociaux, c'est fait pour mousser. Mais on n'entend jamais finalement les salariés qui témoignent que tout va bien, que c'est génial, qu'on peut travailler, que même si les conditions économiques ne sont pas idéales, au moins il y a un vrai rapport humain qui existe aux médias et qui est respecté aussi, quoi. Même s'il y a pu avoir par le passé des choses moins terribles que ça. Enfin. Voilà, moi je suis arrivée en octobre, donc le passé, je ne peux absolument pas parler dessus. Mais ce que je sais depuis que je suis arrivée, c'est que le passé ne peut plus se reproduire. Enfin, comment expliquer Le média grandit. Voilà, le média grandit, et cette AG, cette assemblée générale qui a eu lieu, c'est vraiment pour moi un nouveau départ pour le média qui peut enfin tourner la page sur un passé douloureux, sur des crises douloureuses qui ont fait le média d'aujourd'hui. Faut pas, voilà, mais donc je pense que ça peut être que du bon, et à voir ce que cette nouvelle, structure, ce nouveau modèle va donner. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, même si ça fait peur, parce que il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'énergie, etc. Il y a des gens qui se donnent à fond, vraiment pour avoir un projet sans actionnaire, coopératif, avec une information de qualité malgré tout, malgré les gros problèmes économiques que peut connaître un petit média indépendant qui n'a de personne au-dessus de lui pour alimenter la machine. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué économiquement. Moi, j'ai espoir, et après, on est comme toute entreprise et comme toute coopérative, comme tout groupe, évidemment que des fois, il y a des désaccords ou des choses qui se font. Mais en tout cas, là, ça se fait en bonne intelligence et ça se fait en construction. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et n'hésitez pas, comptez sur moi pour être hyper transparente et vous dire s'il y a des choses qui vont pas, mais pour l'instant on construit et c'est cool. Et de toute façon il y a les sociaux qui sont là, donc eux aussi ils ont accès aux informations, voilà. Mais ouais, c'est un projet qui est compliqué, mais si on est là et qu'on se bat, c'est parce qu'on y croit, et que quand je vois toutes les matinales qu'on a faites, je me dis mais en fait je comprends pourquoi je me bats, quoi. Alors, l'Assemblée générale, pour ceux qui ont pu y participer, effectivement, il y a eu un véritable exercice de transparence. C'est allé très très loin dans les informations. Ouais, Serge, j'ai vu ta main. Vas-y. Ouais, je voulais juste intervenir sur la question de la place des femmes aux médias et de la parité, parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors, on ne va pas cacher qu'il y a eu des soucis aux médias du fait que factuellement, la rédaction s'est retrouvée composée en majorité d'hommes pendant un moment. Mais depuis la dernière AG, on peut constater qu'il y a des femmes qui occupent des places de représentation dans les instances du média. J'en ai la preuve, toi, Lisa. Avec Nadia, vous êtes donc 2 représentantes femmes sur 4, donc représentants des salariés. C'est la même chose aussi du côté des sociaux, où les représentants tirés au sort pour le collège des sociaux sont composés aussi de 2 femmes sur les 4 représentants. Il y a juste un petit progrès encore peut-être à faire pour les partenaires, les volontaires, puisque c'est 2 hommes, mais effectivement, là aussi, on pourrait peut-être prévoir à l'avenir la parité. En tout cas, on peut dire que les instances du média, déjà, sont quasi paritaires par rapport à ce qu'elles ont pu être auparavant.
Et on imagine que dans le futur directoire, il y aura peut-être la place aussi pour moins une femme. Bien sûr. Bah après, Donc il y a un il y a progrès. eu des... Oui, il y a un progrès. Après, pour moi, c'est pas un progrès, c'est juste normal, hein, sincèrement. Je vais pas féliciter quelconque structure. Je vous avais dit, hein, la vérité. Je vais pas féliciter quelconque structure d'établir la parité, hein, voilà. Mais oui, il y a eu des gros problèmes de parité aux médias, et comme dans beaucoup d'entreprises, mais aux médias, il y a eu des gros problèmes de parité. Et c'est pour ça que je dis que je suis écoutée depuis que je suis arrivée, parce que bah, moi, je dis il y a des problèmes. Mais en fait, il n'y a pas eu besoin que j'arrive pour dire qu'il y a des problèmes de parité, hein. Sincèrement, les hommes qui étaient là on savait très bien qu'il y avait des problèmes de parité et ont tout fait pour changer la donne. Voilà, donc aujourd'hui, oui, dans les instances, il y a la parité, plus ou moins, parce que bah, on est des. C'est pas parce qu'il y avait une volonté de dire oh, on met 50% de femmes, 50% d'hommes, c'est parce qu'en fait, on est autant à être investi. Donc voilà, c'est plus un reflet de qui est investi aux médias qu'une volonté vraiment d'une parité. Hein, mais ouais, pour moi, c'est normal. Hein, on est autant de femmes que d'hommes à être investis, donc c'est normal qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les instances de représentation, ça, on est totalement d'accord. Du côté des journalistes, il y a toujours un problème de parité, mais ça va en allant dans le sens où il manque juste des sous pour pérenniser Nadia. C'est le hashtag, je pense au hashtag de Michel qui disait pérennisons Nadia. Voilà. Après, nous, il faut savoir que les journalistes pigistes sont considérés comme des CDI tacites, hein, dans la loi. Donc, oui, c'est un statut qui est un peu plus précaire que CDI, mais c'est un CDI tout de même. Il faut bien le noter. Mais voilà, il faut là, le prochain levier, c'est d'avoir un vrai équilibre budgétaire pour embaucher Nadia. Hein. On est totalement transparent. Et de toute façon, vous l'avez dit à la dernière matinale. Mais si vous regardez la dernière matinale, il n'y a que Djemil en homme sur le plateau. Et on s'en était même pas rendu compte, en fait, qu'on était autant de femmes. Hein. C'est en regardant une petite photo de fin qu'on était en mode ah, mais il y a que des femmes, en fait. Bah oui, parce que Khadija, c'est la responsable administrative. Donc, c'est un peu la personne aux manettes, quoi. Et bah, c'est Nadia qui présentait, et puis c'était moi la chef d'édition, et puis on a une stagiaire qui s'appelle Camille, donc, et il y avait Djemil. Donc il y a une volonté de parité, et en même temps c'est aussi la normalité, quoi. Enfin, franchement, mais ouais, moi je pense que c'est sincèrement que c'est bien de mettre ce problème sur la table là, et qu'il faut être totalement transparent, parce que il n'y a que en mettant les problèmes sur la table qui seront résolus. Alors, pérennisons Nadia, comme le rappelle aussi le hashtag, mais pérennisons Lisa aussi. Enfin, tu vois, parce que bah, tu peux pas te vendre toi-même, mais on le dit, on le sait, il faut avoir suffisamment de moyens pour que les deux soient pérennisés. De toute façon, a priori, vous pouvez pas travailler. Ou d'autres femmes. Ouais, mais bon, vous avez une expérience qui risque d'être importante et j'arrive à mon sujet suivant. Hop, petite pirouette sur les émissions qui vont arriver à la rentrée, notamment ce nouveau projet d'émissions en access prime time, c'est-à-dire aux alentours de 18h, contre des mastodontes. Alors, je suppose que c'est bien étudié aussi contre les mastodontes et le pire de ce que peut proposer la télé commerciale. Avec des petits moyens. Et puis, est-ce que déjà, tu peux nous donner 2-3 pistes sur ce à quoi ça pourrait ressembler? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Est-ce que ça va ressembler à la matinale? Quelles seront les différences et tout ça? Alors, ça ne va pas ressembler à la matinale. Justement, c'est un nouveau projet qui va arriver normalement à la rentrée, qui s'appelle Toujours Debout, qui nous fait penser à Debout de Valérie Pécresse, parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette émission à la rédac, je suis obligée de crier Debout. Voilà. En gros, ouais, c'est proposer un access prime time à 18h avec beaucoup plus de place, si les moyens nous permettent, au terrain, au reportage, d'aller pareil, d'aller voir, entre guillemets, les vrais gens, de faire sortir des sujets dont on parle très peu. Il y aura aussi des débats. Parce que c'est bien de se confronter au contradictoire. Moi, je veux qu'on entende presque tout le monde, évidemment, parce que l'extrême droite, voilà, pour moi, ça ne rentre pas dans cette case. Mais voilà, il faut se confronter au contradictoire, faut confronter au néolibéralisme, quelles sont nos limites à nous, enfin voilà, se remettre en question. Moi, j'aime bien ça, hein, toujours ma recherche de vérité et de confrontation. Bonjour Delphine, c'est ma maman. D'accord. Donc 86, voilà la Vienne, le Poitou. Non mais voilà, donc ça va, c'est un peu
ouais, on a fait une contre-matinale. C'est pas une contre-soirée non plus, c'est vraiment on veut incarner un nouveau format avec toujours la place pour les sociaux, bien évidemment, on ne vous oubliera jamais. Mais voilà, il y a vraiment une volonté de partir en région, de ramener du terrain et de faire des débats. C'est beaucoup ce que j'ai entendu. Alors, c'est encore un petit peu en construction parce qu'en fait, ça dépend aussi des moyens qu'on va avoir, malgré tout. Et donc, faut qu'on atteigne ces 15 000 abonnés. Et donc voilà, mais en attendant, évidemment, je te fais la pirouette, mais il y a les programmes de l'été. Bien Je sûr. ne sais pas si vous avez vu le nouveau programme de Nadia, Théophile et Thomas qui s'appelle, il me semble, Le fond de Fond de l'info. Le titre existait déjà. Hein. Le fond de l'info, c'est déjà un format qui existait aux médias, mais qui était poussiéreux. Voilà, et il est rené de ses cendres. Mais là, à 3, c'est sympa. Et donc, voilà, ouais, c'est cool. Et du coup, pour cet été, il y a l'Instant Porcher qui est sorti ce soir, allez le voir juste après ça. Pour cet été, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a cette émission-là de Nadia, Théophile et Thomas. Il y aura des talks, il y aura des choses un peu plus intimistes, un peu plus été. Et il y aura des enquêtes, évidemment, de notre cher Thomas Dietrich qui ne cessera jamais de chercher. d'embêter tous les rapports entre la France et l'Afrique, bien sûr, et autres, d'ailleurs. On ne parle pas que de l'Afrique, mais... écoute, Lisa, merci beaucoup. Merci à vous. Serge, tu veux dire un petit quelque chose? Longue vie aux médias et youpla boum, voilà. On remercie Cory parce que c'est l'heure de remercier Cory qui doit toujours être dans le chat, peut-être, je ne sais pas. Merci Cory. Et merci Michel. Voilà, donc n'oubliez pas, vous l'avez bien compris, hein, que la première chose à faire pour soutenir le média, c'est si vous le pouvez, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de devenir sociaux. Devenir sociaux, ça permet de participer aux assemblées générales, de voter, de participer à la vie du média. Le tout, c'est à partir de 5 € par mois. C'est important pour la saison prochaine, vous l'avez entendu, hein, il faut qu'on augmente notre nombre d'abonnés de au moins 50% hein, pour le projet d'émissions quotidiennes live. Il est également évidemment important de regarder toutes les émissions, d'interagir, de laisser des commentaires, de partager les vidéos parce que c'est ce qui fait l'intérêt aussi d'une société coopérative. On coopère comme on peut et on peut notamment en partageant sur les réseaux sociaux. Donc le média se trouve sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Il y a aussi des contenus sur Instagram, du contenu éditorial un petit peu. Il y a des lives parfois. Il y a aussi des reportages photos sonorisés. C'est assez intéressant. Donc allez voir, c'est du contenu exclusif qu'on trouve que sur Instagram. Sur Mastodon, oui, le média est aussi sur Mastodon, absolument. Donc nous, on est aussi en tant que sociaux engagés sur l'ensemble de ces réseaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. On essaye de relayer autant que possible l'ensemble des contenus du média. Si vous le pouvez, faites un don ponctuel ou régulier. Et Lisa, merci. Serge, merci. J'aimerais bien que tu profites de l'été pour enfin te faire installer la fibre parce qu'elle passe dans ton quartier. Tu peux le faire. On se quitte comme d'habitude en musique avec La solitude de l'homme de bar. Serge, tu l'as dit, youpla boum. Salut. Bye bye. Ciao. Au revoir.